Au cœur de Tokyo, des immeubles modernes typiques de la capitale japonaise. Et au milieu, un drôle de château. Voici le restaurant de Joël Robuchon, un coup de folie construit avec des pierres venues spécialement du Poitou. À l'intérieur, dernière réunion de préparation autour du chef. Quelque chose qu'on connaît, il n'y a pas de problème, sauf que le caviar, il est plus salé ici. Hein. On n'en a pas du caviar, non? On peut goûter, non? Si, il y a du caviar. On peut en goûter un peu. Il n'est pas très salé, celui-là. Les adjoints de Robuchon sont là, les cuisiniers, pâtissiers, sommeliers. Ils ont un drôle de défi. Inventer des accords entre des plats et des vins que personne n'a jamais bu. Il faut que les vins même qui se retrouvent en début de repas soient une explosion. Il faut qu'ils soient reconnus à leur niveau. L'homme qui a décidé du choix de ces vins, le voici. Robert Parker, une stature monumentale, est considéré comme le gourou de la planète du vin. Chaque avis du critique américain a une influence colossale sur les ventes. Aujourd'hui, au pied du mont Fuji, il donne un cours de dégustation à des œnologues japonais. L'ambiance est studieuse. Pour Robert Parker, c'est au Japon que se trouvent désormais les meilleurs amateurs de la planète. Nous ne faisons pas ce dîner à Paris, à New York ou Los Angeles, mais à Tokyo. Donc, ce que je pense des Japonais, c'est qu'ils sont très sophistiqués, très raffinés, et qu'ils adorent la vie et les bonnes choses. Le docteur Claude Chauchard sera l'un des 20 convives de ce dîner du siècle. Ce spécialiste de la lutte contre le vieillissement est reconnu dans le monde entier. Il fait fortune en ouvrant des cliniques partout en Asie. Dans l'une de ses cliniques à Tokyo, il reçoit justement une très riche cliente japonaise. Ça, la pompe de la main, c'est intéressant. La méthode du docteur, rééquilibrer l'organisme pour ralentir le vieillissement. En quelque sorte, rester jeune sans chirurgie esthétique. Un métier qui rapporte. Cette patiente a payé sa cure plusieurs dizaines de milliers d'euros. Au château-restaurant, on se met en place pour la grande soirée. Vous mettez en place là-bas, vous, pour faire votre décantation? Oui. Il faut absolument sortir tous les grands verres, les passer à la vapeur. Il y en a 50 et quelques, ça prend du temps. En cuisine, une trentaine de chefs et de commis s'activent depuis plusieurs heures. Kobuke, quelqu'un a une mesure, s'il vous plaît? L'équipe française de Joël Robuchon est arrivée il y a 2 semaines pour commencer à imaginer le dîner. On a eu le temps de réfléchir, la pression, moi je la sens pas trop. Puis pour 20 personnes, il y avait quand même beaucoup de personnel, donc normalement ça devrait bien se passer en fait. La salle sera totalement transformée pour le dîner. Joël Robuchon en personne surveille le moindre détail. Et il y a un problème. On manque de verres pour servir les 19 crus différents. On ne peut pas servir le vin blanc et le vin rouge dans les mêmes verres. Nobu. Il faut que ce soit des verres différents. Qu'est-ce que vous souhaitez? Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez? Tu veux servir toi le vin rouge là-dedans? C'est comme Vatel, hein. On va pas se faire un harakiri ici, mais c'est toujours une crainte. Par exemple, il y a des lièvres qui viennent d'arriver il y a simplement un quart d'heure, 20 minutes. On a eu peur qu'ils n'arrivent pas. Et puis après, c'est toujours dans la préparation, quelque chose qui peut être loupé à la dernière minute et qu'on ne peut pas ne pas avoir le temps de le refaire. C'est toujours un stress. Antoine Hernandez est le sommelier de longue date de Joël Robuchon. Il a aujourd'hui une mission délicate, préserver ses bouteilles historiques, achetées spécialement au cours des derniers mois auprès de collectionneurs du monde entier. Tomago 1900, les personnes qui l'ont conçu, le vin, ne sont plus à ce monde. Hein. Donc la bouteille est toujours là. Donc ça mérite le respect. Hein. Est-il possible de boire des vins vieux d'1 siècle ou plus? Pour le moment, le suspense reste entier. Encore quelques heures d'attente pour Claude Chauchard. Avant de se rendre au dîner, il traverse les rues de Tokyo, les décorations de Noël les plus chics du monde. Pour moi, c'est beaucoup de bonheur de participer à ce dîner, qui est un dîner, le dîner du siècle. C'est quand même merveilleux.
Pour un Marvejolet, à Tokyo, le dîner du siècle, c'est le rêve. En cuisine, tout est prêt. Le dîner du siècle peut commencer. Commis, plateau s'il vous plaît. Là, hein, toujours en haut. Hein. Doucement. Le dré droit devant. On y va, les oursins. Oui. Joël Robuchon et son équipe ont imaginé 19 plats. Là, on va mettre c'est de l'oignon avec de la truffe sur la pâte très fine, hein, comme de la pâte à cigarette. Et à la dernière minute, on va mettre les lamelles de truffe juste à peine chauffées pour qu'on ait encore la texture et qu'on ait tout le parfum de la truffe. C'est avec un Petrus 1990, donc il faut quelque chose de puissant. Les galettes là, s'il vous plaît. Ce soir à Tokyo, on mange du caviar, on mange des truffes, on mange même de l'or. C'est de l'épeautre traité en risotto avec une feuille d'or et quelques trucs blanches. Pour les commis, la concentration est extrême. L'événement est sûrement le plus extraordinaire de leur carrière de cuisinier. Et celui que l'on surnomme le cuisinier du siècle en a fait un défi personnel. Qu'est-ce que vous regardez? Je regarde si les assiettes reviennent vides. C'est le meilleur test. Et alors? Ah bah jusqu'à maintenant, il n'y a pas une assiette qui est revenue. Tout est venu léché, tout vide. Mais on est qu'au 8e plat. Hein. Ce soir, il ne laisse passer aucun détail. On peut la laisser une seconde de plus à truffe. Hein. Oui. Allez, hein. Il manque une petite seconde de chaleur. Les sommeliers travaillent dans une petite salle en cuisine. On s'apprête à ouvrir un château Margaux 1900. Apparemment, l'opération est difficile. Mauvaise surprise. Une de ces bouteilles à 20 000 € ne mérite même pas d'être dégustée. Fermente. Fermente. Par contre, une autre bouteille du même cru a parfaitement traversé le siècle. Alors il est comment le Margaux 1900? C'est magnifique. C'est incroyable. Pour le docteur Chauchard et les 20 convives, le défilé des assiettes et des verres va durer une partie de la nuit. Pour certains de ces vins, c'était la dernière goutte disponible sur la planète. Un extravagant salut final. Ce soir, Joanne, pianiste, reçoit des invités pour un apéritif. Pour faire ses courses, elle a choisi l'une des enseignes phares des grands boulevards, un temple du luxe qu'on fréquente d'ordinaire pour ses articles de mode. Au 7e et 8e étage, une épicerie fine vient d'ouvrir ses portes. J'adore les huiles. Vous adorez les huiles? C'est une huile que je fais. J'en suis le producteur. Oui. Oh, parfait. Dans la région de Manosque, c'est la Haute-Provence. Sentez-la d'abord. Oh. Elle est très aromatique. Ici, une simple huile d'olive est vendue comme un parfum. Et le prix est assorti au cérémonial. C'est 25 centilitres. 48 € le litre. Petite forme de la bouteille, elle est assez agréable. Je trouve pas les mêmes produits au supermarché, entre guillemets, normal, hein, parce que ce qu'on trouve ici, ce sont des produits exclusifs. Dans les rayons, les boîtes de caviar côtoient le saumon fumé à 150 € le kilo. À ce prix-là, on goûte avant d'acheter. Je vous fais goûter? Ah oui, c'est obligatoire. Une cœur de saumon, prestige, sur un fumage particulier, un fumage au bois de Aulne. Oh. Et c'est un fumage discret, avec un gros goût de noisette qui ressort derrière. Très très bon. Merci. Merci. C'est parfait. Pour du saumon, du tarama à la truffe et d'autres apéritifs haut de gamme, Joanne va dépenser 125 €, auxquels s'ajoutent les 75 € de ce côte rôti 2013. Je le prends. Hein. Oui. Vous regardez pas les prix? Non, je regarde pas le prix. Dans cet espace de 1000 mètres carrés, on trouve de tout pour faire ses courses.
Mais les marques et les produits vendus ici n'ont rien à voir avec les standards de la grande distribution. Au rayon fruits et légumes, par exemple, les carottes multicolores côtoient la betterave crapaudine, la plus vieille de France, qui remonte au XVIe siècle. Pour les pâtes, un petit paquet de farfallets colorés estampillés haute couture coûte 9,95 €, soit près de 40 € le kilo. Le miel est vendu en flacon et porte la signature d'un grand cuisinier français. Le lait vient directement d'une petite ferme normande. Du Made in France à 100%. L'enseigne a envoyé des chasseurs de talent dans tous les terroirs pour repérer et recruter les meilleurs artisans du pays. Même les whiskies sont produits dans l'Hexagone. Le rayon alcool, le plus grand de l'épicerie, est dirigé par Dominique Fenouille, qui est aussi à la tête d'une chaîne de 39 magasins. Alors là, on va rentrer dans le Saint des Saints. Dans ce cellier coffre-fort, le sommelier a rassemblé ses bouteilles les plus prestigieuses, des grands crus qu'il n'avait jamais réussi à obtenir pour ses autres magasins. Alors voilà, un Pommard 1943. C'est des années de guerre, c'est introuvable. Pourquoi? Parce que les gens... Vendu 250 €, il n'en existe qu'une trentaine de bouteilles dans le monde. Quelqu'un qui est né en 43, vous lui offrez ça, d'abord il ne la boira jamais, il va la regarder, il va la contempler, il va s'agenouiller devant et il va dire c'était mon année de naissance. Dans sa cave, on trouve aussi du Château Latour à 1790 €. De l'Armagnac, millésime 1893, et les célèbres Pétrus. Oh là là là. Claude Laroche. Au total, plusieurs millions d'euros de marchandises. Le plus rare, c'est la Romanée Conti. C'est un mythe. Tout amateur de vin a envie un jour de déguster de la Romanée Conti. C'est une bouteille à combien? Écoutez, on dépasse les 15 000 € là. 19 500 € précisément. Pour vendre des produits aussi chers, le magasin a recruté une armée de 14 vendeurs. Donc comment ça se passe? J'ai réussi à vendre une huile d'olive avec Simonios. J'ai pas fait de grosses ventes, quoi. Je sais pas si toi t'en as fait. Moi, Il y en a eu, moi j'ai vu des ventes à plus de 100 €. Tom, Henrik aussi. C'est vrai? Marie, 24 ans, a travaillé 3 ans comme vendeuse dans le prêt-à-porter de luxe. Voilà, alors on va aller là-bas. Un service sur mesure qu'elle doit mettre en pratique ici aussi. Bruyère blanche, c'est très bon pour la gorge. Après, c'est un petit peu... Bon, mais voilà. Tel un personal shopper, elle va accompagner ce client tout au long de son parcours. Elle porte même une partie de ses achats. Alors, du caramel, on va passer dans le côté... l'autre côté. Franchi. On va en prendre 2? Ça part vite. Ah, ça part vite. En caisse, pas de file d'attente. Marie passe elle-même derrière le comptoir. Ah bah oui, je connais. Vous connaissez bien. Voilà. Bah, disons qu'elle est serviable, déjà c'est une bonne chose, c'est rare. Et je suis un acheteur compulsif. Alors, 107,30 €. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Bonne journée, bon Merci, à bientôt. Au revoir. Et pour inciter les clients à acheter, l'épicerie ne compte pas seulement sur ses vendeurs. Les artisans viennent présenter eux-mêmes leurs produits. Comme dans ce corner, dédié à un mets de luxe incontournable, la truffe, le diamant noir. Thomas Balm et Michael Pouillette avaient l'habitude de vendre leur production sur les marchés du Pays Basque. Ici, ils ne payent pas de loyer, mais ils rétrocèdent au magasin une partie de leurs gains. Ils n'ont pas souhaité nous dire combien. La truffe, moi je vous conseille de la manger quand même assez rapidement. Plus vous allez la garder, moins elle aura de goût. Chaque matin, ils bichonnent leurs protégés. Les brosser, c'est vraiment les embellir au jour le jour. Des truffes à 2100 € le kilo qu'il faut contrôler régulièrement. Donc on se rend compte que la truffe est bien mature là, étant donné qu'elle est très sombre, qu'elle est bien nervurée. Et donc, on va le remettre dans son petit bocal. Sous ces cloches, les œufs prennent la saveur du précieux champignon. Des œufs à la truffe, des terrines à la truffe, des jambons à la truffe. Grâce à leur gamme de produits aromatisés, les deux trentenaires réalisent ici en moyenne 15 000 € de chiffre d'affaires par semaine, 30% de plus que sur les marchés. C'est l'effet grand magasin, un coup de booster
qui profite à de nombreux petits producteurs. Le petit bocal, vous allez le trouver juste devant sur le présentoir. Derrière la plupart des articles en rayon, une fabrication artisanale. Comme pour ces confitures vendues 5 € le pot. Une affaire de famille en Bretagne. À quelques kilomètres de Cancale, dans cet entrepôt, Cédric Guillolohan, 36 ans, fabrique des confitures depuis 10 ans avec son frère aîné Raphaël. Enfant, à cause d'une méningite mal soignée, Raphaël est devenu malentendant. De cette maladie, il a gardé des séquelles cérébrales. À l'âge de 24 ans, il s'est découvert une passion, les confitures. Et c'est sa recette qui aujourd'hui encore est utilisée. Là, je remue parce que le sucre est dans le fond et ça accroche, alors je remue bien. La veille, les deux frères ont épluché près de 200 kilos d'oranges, le fruit de saison qu'ils travaillent en ce moment. Et surtout, il faut la goûter. Un produit bio et une fabrication comme à la maison, ou presque. Là, on a passé quelques années à tourner les bassines à la main à la cuillère en bois. C'était amusant, mais au bout d'un moment, c'était pas très enrichissant. Du coup, on a fait faire des petits tours mécaniques qui reproduisent le geste qu'on faisait à la main. À la différence des confitures industrielles, les fruits ne cuisent que 5 minutes seulement et en petite quantité pour garder toute leur saveur. Une méthode qui ne permet pas de produire plus de 2000 bocaux par semaine. Pour l'instant, le grand magasin ne leur a commandé que 1000 pots. Mais pour les deux frères, c'est la consécration d'une aventure commencée à quelques pas de leur usine, dans la demeure cossue de leur grand-mère. Voilà, c'est la cuisine. C'est ici, oui. Ça, c'est un pot historique. C'est avec ces pots-là que nous avons commencé à empoter. Madeleine a assisté Raphaël à ses débuts il y a 17 ans. À l'époque, sa confiture ressemblait plus à de la compote. Et c'est là où j'ai dit à Raphaël, mais écoute mon chéri, c'est pas en faisant des confitures que tu gagneras ta vie. Exactement. Pourtant, sa confiture rencontre vite un succès dans les foires de la région. Son frère Cédric, diplômé en comptabilité, le rejoint dans l'aventure familiale. Ensemble, ils parviennent même à exporter au Japon et aux États-Unis. Il y a un an, Cédric est contacté par un des fameux chasseurs de talent du grand magasin parisien qui avait eu vent de leur savoir-faire. On a envoyé des échantillons. Moi, je voulais y croire, mais bon, j'étais pas persuadé que ça marche. Et puis un jour, on a eu un coup de fil qui nous a annoncé qu'on était sélectionné pour faire partie de l'épicerie du printemps. Comment vous avez réagi? Fallait mieux pas qu'on me voit réagir, j'ai fait des bonds de joie. J'étais vraiment très très content. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais la mise en avant de ces petits producteurs ne suffit pas au printemps pour venir concurrencer les épiceries de luxe des deux autres grandes enseignes parisiennes, les Galeries Lafayette et le Bon Marché. Pour faire parler de soi, il faut des têtes d'affiche. Ce soir, les 120 meilleurs clients du magasin ont été conviés à l'ouverture de l'espace restaurant, en présence de grands chefs, comme le télégénique Christophe Michalak, célèbre pâtissier, qui inaugure son salon de thé. Déjà, moi, je veux casser 2-3 choses là qui ne me plaisent pas pour faire une vitrine glacée et une vitrine takeaway. Laurent Dubois, meilleur ouvrier de France, aura son restaurant fromager. On croise même Alain Ducasse, plutôt discret, peut-être parce qu'il collabore avec une épicerie concurrente située quelques dizaines de mètres plus loin sur le boulevard. Mais le roi de la soirée s'appelle Akram Benallal. Ce cuisinier prodige a obtenu 2 étoiles Michelin à seulement 33 ans. Il va occuper les 3/4 de l'espace restaurant. Tu sais que c'est grâce à lui, je suis là. Une occasion unique de toucher une clientèle étrangère qui représente 40% de la fréquentation du grand magasin. Tu sais que les clients, quand ils mangent 24 millions de visiteurs par an, ça veut dire qu'il y a des gens qui peut-être ne nous connaissent pas et qui ne savent pas qui l'on est. Le fait qu'ils passent par ici vont nous connaître, ils vont garder une image délicieuse de la France qu'ils vont porter avec eux à l'étranger. À 36 ans,
Akram est à la tête de 14 établissements, à Paris, Hong Kong ou Manille. Sa cuisine se veut moderne. Parmi ses spécialités, ce turbo à la crème de Kamut. Le restaurant qu'il ouvre au printemps sera son établissement le plus grand. Voilà, ça c'est pour maman. Quelle belle fierté d'être là, aujourd'hui présent, boulevard Haussmann. Né en France, Akram passe son enfance en Algérie, où il aide sa mère sur les marchés. C'est là-bas qu'il se prend de passion pour la cuisine. Super. Ma maman, je lui dois beaucoup, donc forcément, je suis très fier de pouvoir partager aussi avec elle ces moments-là où ce que je fais paye. No pain, no gain. Maintenant, il n'y a plus qu'à travailler. Voilà. Son restaurant est situé au 8e et dernier étage. Une des plus belles vues de la capitale, face à la Tour Eiffel. Un espace qui, il y a un siècle, faisait office de cantine pour les employés du magasin. Les 150 places assises trônent au milieu des stands de produits frais de l'épicerie. Pour constituer ses plats, Akram se sert directement dans les rayons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variétés de pommes de terre. Et c'est Joël Thiebaud, le maraîcher attitré des plus grands chefs de la capitale, qui lui dégote ses fruits et légumes d'exception. Sa dernière trouvaille, un cerfeuil un peu particulier. Le cerfeuil tubéreux, c'est un produit exceptionnel gustativement parlant. Et le cerfeuil avec la banane, ça se marie super bien. Cette racine ancienne, quasiment oubliée, au goût subtil de châtaigne et de pommes de terre, est tout de même vendue 20,80 € le kilo. C'est comme aller chercher le diamant sous le sable. Puis on n'en mange pas, on ne consomme pas des kilos de cerfeuil tubéreux. C'est tellement puissant en saveur et texture, on va l'amener dans une assiette. Une poire, c'est ça? Ouais, une poire, un faux filet en direct. Une poire, un faux filet en direct. Les deux saignants. Oui, chef. Habitué au menu haut de gamme, Akram a dû adapter sa carte à une clientèle qui veut manger vite, entre 2 séances de shopping. Entre côtes frites, on est plus proche d'une cuisine de brasserie que de plats très sophistiqués. Ici, on peut manger pour 30 €, 3 fois moins cher que dans le restaurant gastronomique d'Akram, où le premier menu coûte 100 €. Donne. Et le faux filet saignant? À en croire le restaurateur, les produits pourtant sont les mêmes. Seule la préparation change pour le client. Au restaurant Akram, c'est comme s'il allait à l'opéra. On fait un homard qu'on cuit en bouteille devant le client, donc il y a toute une cérémonie autour de ça. On décante le homard, on le pose délicatement sur l'assiette. Alors qu'ici, quand on va servir un homard, il va être coupé en deux, légèrement grillé, avec une sauce, huile d'olive, gingembre, citron et un peu d'ail, et puis on l'envoie directement. Allez. Le chef s'est tout de même autorisé quelques plats plus travaillés, comme cette soupe de potiron à la crème moutarde vanille. Oui, chef. Oui, chef. La salade, elle est où? Là, on est sur œuf, poireau, vinaigrette, beurre, noisette et pommes. Voilà, juste simple. 302. Allez, go, 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 go. On y va. Cuisine gastro ou bistrot, qu'importe. Entre deux emplettes, on vient ici pour la signature du chef. Le plaisir de manger, de s'habiller, c'est vraiment une conjonction de plaisir. Ce jour-là, Akram a atteint ses objectifs en servant plus de 400 couverts. 312 des directs. Allez, on y va. En avril, l'épicerie et son restaurant vont encore s'agrandir, avec un étage supplémentaire, cette fois en terrasse. Julie s'apprête à initier une poignée de clients à l'un des mets les plus chers au monde. Donc, le primeur. Et voici... Ça brille. Allez, on déguste. Julie est une ancienne œnologue. Il y a 3 ans, elle a découvert le caviar et elle en a fait son métier. Vous mettez en fait la cuillère dans la bouche et vous pressez les œufs contre le palais et vous laissez éclater les œufs. Pour 45 €, elle apprend aux néophytes que le caviar se déguste comme un grand vin. C'est différent. Il grain, tangue et roule. Eh bien, c'est parfait. Ça veut dire que le caviar est bon. Ça veut dire qu'il remplit au moins sa fonction de fermeté.
Tout à fait. On dit souvent d'un caviar, ça roule, on fait rouler les billes sous le palais. J'avais l'impression que j'allais manger quelque chose de très salé. Et là, en fait, ce qui m'est apparu, c'est vraiment une texture d'abord. C'est-à-dire que j'avais vraiment la sensation de manger du beurre avec voilà, des parfums un petit peu particuliers. Mais il y avait quelque chose que je connaissais pas du tout. Le plaisir est immédiat. Reste la question qui revient sans cesse quand on parle de caviar, son prix. Pour une boîte de 50 grammes, il faut compter combien à peu près pour les 3 sélections? À peu près entre 90, 90 minimum, 120 € pour une petite boîte de 50 grammes. 50 grammes, c'est 7 boîtes, environ 5 cuillères, soit 1 700 € le kilo. Il est plus gris, commence un petit peu. Un autre cliché colle au grain noir, ses origines étrangères. Sauf qu'ici à Bordeaux, le caviar n'est ni russe, ni iranien, mais aquitain. C'est le pari un peu fou d'éleveurs des bords de la Gironde. Pendant des décennies, ces grands bassins d'eau douce ont accueilli des truites et des carpes. Mais l'élevage était peu rentable. Elles ont été remplacées par l'Acipenser berry. Une espèce d'esturgeon qui a très peu changé depuis la préhistoire. Un drôle de poisson moustachu au nez pointu, dont les œufs sont la matière première du caviar. Ils sont beaux, hein? Celles-là sont bien gonflés. Ouais, ils sont bien gonflés. Philippe Benoît dirige l'exploitation. Les premières années, il a tâtonné pour récolter les œufs à maturité. Tout a changé quand il a eu l'idée d'utiliser un appareil bien connu des futures mamans, l'échographe. Les poissons sont préalablement endormis dans cette cuve avec du gaz carbonique. Comme je vois que le ventre du poisson est plein d'œufs, je vais faire un prélèvement d'œufs. Lorsque les œufs sont assez nombreux, Philippe fait une biopsie. Je regarde à peu près avec 5 œufs la taille que j'ai. Donc là, ça va être du 30, donc du beau caviar. Après, je fais rouler entre mes doigts pour voir la fermeté. Et enfin, je goûte. Bon goût, bonne taille, poisson et caviar. Une femelle met 7 à 8 ans avant de produire des œufs. On voit que ce poisson-là, il n'est pas prêt. D'abord, son ventre est tout plat. Et avec l'échographe, on vérifie qu'effectivement, il y a des œufs, mais qui sont tout petits. Il va falloir qu'on attende 2 ans pour faire production de caviar avec ce poisson. Cet esturgeon vient de gagner un sursis. Les autres, eux, vont mourir pour livrer leur trésor. Si on ne sait pas où les mettre. C'est dans ce petit laboratoire qui ne paye pas de mine qu'est produit 8% du caviar mondial. Tout commence par l'abattage. Les esturgeons sont tués d'un coup sur la tête avant d'être ouverts pour savoir exactement ce qu'ils ont dans le ventre. Ouais, donc on voit bien les œufs, ils sont pas mal, hein. Ils sont de bonne taille. Ouais, c'est bon, on peut enlever. Les œufs sont contenus dans une poche, la rogue. Elle peut peser jusqu'à 1 kg, soit 10% du poids du poisson. Mais chaque grain compte. On vérifie bien qu'il n'y en a plus. Les œufs de différents poissons sont triés en fonction de leur taille et de leur couleur, du mort doré au gris anthracite, pour obtenir des lots homogènes. Tout se fait à la main. Ensuite vient l'étape du tamis. La fermeté des œufs est un gage de qualité. À ce stade, il manque un ingrédient tout simple, le sel. Là, je vais faire du caviar, oui, tout à fait. On a des œufs, on a du sel, mais on n'a pas encore de caviar. Le caviar, il va apparaître d'ici quelques minutes, tout à fait. Il a fallu 10 ans de pratique à Jean-Baptiste pour maîtriser le brassage. On a quelques indices, que ce soit visuels, tactiles, ce qu'on sent au bout des doigts, même sonore, le bruit que font les œufs en roulant entre eux, qui nous indique que c'est bon, on a un produit de qualité. Dans cette bassine, il y en a pour 10 000 €. Mal brassés, les œufs s'abîment et le caviar est ruiné. Pendant quelques mois, les perles noires continuent à s'affiner. Dans ces boîtes hermétiques, placées dans une chambre froide aux allures de coffre-fort, seul Jean-Baptiste en a l'accès.
Cette zone-là, c'est un peu Fornox. Il y a à peu près tout ce qui peut exister comme système de détection. Je rentrerai pas dans les détails, mais beaucoup de sécurité sur ce frigo. Là, il y en a pour quelques millions d'euros. 60% de cette production partira à l'étranger. Le reste sera vendu en épicerie fine et pour les moins prestigieux, dans les rayons de supermarchés. En 10 ans, cet élevage est devenu premier producteur de France. Mais en Aquitaine, l'histoire du caviar est beaucoup plus ancienne. Depuis toujours, les pêcheurs de l'estuaire de la Gironde capturent le sturio, un esturgeon sauvage qui remonte le fleuve chaque printemps. Un gros poisson qui pouvait atteindre 3 mètres et peser jusqu'à 500 kilos. Mais à l'époque, les pêcheurs ignorent qu'ils ont de l'or entre les mains. Les œufs, ils les donnent à manger aux canards jusqu'à un dimanche matin, devenu légendaire dans les années 20. Je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé. René Val, 94 ans, adore raconter cette histoire. Il n'est plus très sûr de la date, mais il est formel sur le lieu. Là, voilà où ça s'est passé. Tout d'un coup, il passe ici une dame, là, et elle dit « Qu'est-ce que vous regardez là, messieurs, dames ?» Eh bien, nous sommes en train de regarder un poisson, là, que nous avons besoin. Le marin, il attrape son grand couteau, l'esturgeon était là, il le fend, il attrape les œufs, il traverse la route, là, et hop, il jette ça de l'autre côté. Bien dit, monsieur, mais c'est un crime que vous commettez. Et c'est là qu'elle a dit qu'elle était une princesse russe et que c'est avec ça qu'on faisait le caviar. Ah! La princesse russe, une Romanov d'après la légende, leur aurait livré la recette. Dans leur cuisine, tous les pêcheurs, aidés de leurs épouses, se mettent à fabriquer le précieux caviar. Les enfants le mangent sur des tartines pour le goûter. Il est racheté à prix d'or 5 500 francs le kilo par de grandes maisons gastronomiques parisiennes. Le village gagne en notoriété. À l'auberge du commerce, les stars de l'époque défilent. Daniel Darieux, Jean Gabin déguste le caviar à la louche. C'est le poisson aux œufs d'or, on en pêche beaucoup, beaucoup trop. Yvan Robert, surnommé Capitaine, a connu ses heures glorieuses. Alors, cette maison m'appartenait. C'était là, c'était cette maison que j'ai achetée donc avec le caviar en 1957, quand je me suis marié. Parce que vous aviez fait une bonne pêche? Oui, très belle pêche. 22 femelles, 146 kilos de caviar. Ça vous a permis d'acheter la maison? Voilà. On saignait le poisson dans ce caniveau, là, vous voyez. Et le caviar se faisait dans ce baraquement. Et là, j'ai défilé les machins comme ça, vous voyez. Son dernier esturgeon, Capitaine l'a pêché en 1976. Depuis, ses outils prennent la poussière. Là, vous voyez, voilà les cribes à caviar. Et ça, vous voyez, c'est la petite charrette que ma grand-mère vendait le poisson. On était pauvres, hein. Puis le caviar qui nous a sortis de la misère, à vrai dire. Mais les pêcheurs trop gourmands abusent de l'esturgeon sauvage. Dans l'estuaire de la Gironde, plus aucune trace de sturio depuis 30 ans. Il ne reste que 2 ou 3 spécimens soigneusement conservés en bassin par des scientifiques. Tout le caviar d'Aquitaine provient désormais des poissons d'élevage. Ce qui ne l'a pas empêché de faire son entrée dans les plus grands restaurants. Cette mise en bouche, ça s'est réclamé là. On y va les kikis là, en enquille, hein. On y va. Merci. Philippe Etchevest, chef 2 étoiles à Saint-Émilion, l'a mis à la carte. Natif de la région, il aime faire découvrir le caviar local à sa clientèle. Aurélien, t'es parti sur quoi toi les découvertes groupe? Caviar en déguste, hein. Son menu dégustation à 100 € change tous les jours, mais il y a une constante, le caviar. Philippe Etchevest ose d'étranges unions comme ici avec un spaghetti et une mousse de Saint-Jacques. Le caviar, je vais le mettre juste au milieu. L'idée, c'est d'avoir un cœur caviar, un plat vraiment tout en surprise. En fait, quand on le coupe, on découvre le caviar à l'intérieur. Il y a vraiment un joli noyau de caviar. Donne-moi une boîte. Au cœur de son enrubanné, 15 grammes de caviar d'Aquitaine, environ 20 €. Philippe Etchevest cuisine aussi l'esturgeon, réputé pour sa chair tendre et ferme. C'était le poisson préféré des rois de France. Prends verre, on passe.
C'est un poisson qui a été un peu délaissé, que les gens n'aiment pas spécialement parce qu'il y a des a priori. Et aujourd'hui, la technique en tout cas et la production du caviar et l'élevage du poisson est tellement bien maîtrisée qu'on a une chair et une qualité de poisson qui est exceptionnelle. Allez, on y va? Allez, vas-y, go. En salle, même si l'enrubanné de Saint-Jacques au cœur de caviar est devenu un plat de référence, il garde sa part de mystère. Ce que je trouve vraiment très agréable, c'est d'avoir la surprise du caviar au milieu d'un plat, plutôt que de le voir arriver en fait. Donc là, on a la surprise de le voir à l'intérieur. Le caviar d'Aquitaine a trouvé sa place entre les grands crus classés et la fine cuisine de Saint-Émilion. Aujourd'hui, il aimerait rivaliser avec les meilleurs caviars étrangers. Nous sommes dans le laboratoire d'Armen Petrosian, 2000 mètres carrés en plein cœur de Paris. Un lieu sécurisé, tenu secret. Car Armen Petrosian sélectionne ici les meilleurs caviars du monde avant de les commercialiser. C'est son père et son oncle qui, après avoir fui la Russie, ont importé les premiers caviars dans le Paris des années 20. Armen a goûté ses premiers œufs à l'âge de 6 mois. Aujourd'hui, il distingue au nez et en quelques secondes un bon caviar d'un mauvais. Celui-là, il a une pointe d'acidité. Voilà, celui-là, on va l'éliminer. Éliminer, ça veut dire quoi? Éliminer, c'est-à-dire qu'en fait, on va le mettre de côté. Ils ne vont pas aller dans la sélection du haut de gamme. Et c'est pas vendu sur la même marque. Non, on ne les jette pas, rassurez-vous. Depuis une dizaine d'années, il a fait entrer le caviar d'Aquitaine dans son laboratoire. C'est l'un des moins chers, 2000 € le kilo, contre 15 000 € pour certains belugas russes. La qualité du caviar français, elle s'est considérablement améliorée dans le temps. Maintenant, il y a beaucoup d'améliorations qu'on peut encore faire. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas au bout du processus. Mais aussi, on est très jeune dans ce métier en France. Donc, par rapport à l'ancienneté des autres élevages ou l'ancienneté en général du produit. Donc, il faut apprendre, il faut être modeste et attendre aussi que les choses évoluent. Le caviar d'Aquitaine ne se hisse pas encore au rang de ses cousins russes ou iraniens. Mais il pourrait devenir le prochain joyau de la gastronomie française.